Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Nicole Tété et de nos éditorialistes Djemal Taleb et Alfred Chango. L'actualité économique à présent, le taux de croissance économique de l'ensemble des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est établi à 7,2% au deuxième trimestre 2016. Mais tous les États ne sont pas logés à la même enseigne. On fait le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissot. Les signaux économiques sont au vert en Afrique de l'Ouest. Selon le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le taux de croissance du produit intérieur brut en glissement annuel s'est situé à 7,2% au deuxième trimestre contre 7,5% le trimestre précédent. L'institution estime que les perspectives économiques vont être favorables dans les pays de l'UEMOA durant l'année 2016. En réalité, il faut reconnaître que 2016 a été une année de grâce pour l'UEMOA en raison de la stabilité politique dans toute l'Union. En raison de la Guinée-Bissau qui tenait la traîne, la majeure partie des pays de l'UEMOA ont connu la stabilité politique. Ça, c'est d'abord le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est notamment la transition économique qui a été entamée dans beaucoup d'États africains de l'UEMOA. Je pense directement au Burkina Faso, qui est en train de faire une transition réussie en quittant l'économie cotonnière vers l'économie aurifère avec de l'or. L'activité économique de l'Union sera soutenue en 2016 par le dynamisme du secteur secondaire et tertiaire qui devrait se consolider avec une croissance de 7,1% contre 7% en 2015. Les économistes ouest-africains ont noté un recul de l'inflation de 0,8% en mars 2016 à 0,6% à fin juin 2016. Des chiffres corrélés à la baisse des prix à la pompe des carburants et le repli des denrées alimentaires. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faut renforcer la croissance, les investissements dans les domaines des infrastructures, à la fois le BTP qui est source de générative de croissance. Il faut aussi renforcer les investissements dans le domaine agricole. On sait que le domaine agricole compte pour 100% du produit intérieur brut. Il faut vraiment que les gouvernants des 8 pays membres de l'UEMOA s'attellent effectivement à faire de l'industrie manufacturière une réalité aujourd'hui. Les défis à venir pour atteindre les objectifs de croissance économique au sein de l'Union partent du renforcement de l'efficacité des administrations fiscales à la mise en place des stratégies appropriées d'endettement public en passant par l'amélioration de la qualité des investissements publics au sein des différents pays de l'UEMOA. Djemal, comment expliquer ce dynamisme des économies ouest-africaines? En tout cas, pas par le franc CFA, ça sur moi c'est certain. Si le dynamisme s'explique État par État, et quand vous mettez la balance d'un pays comme la Côte d'Ivoire, vous trouvez tout de suite la solution. C'est un pays dont la croissance approche les 2 chiffres. Et donc il est évident qu'il doit pousser toutes les autres économies et il doit avoir une incidence importante. Vous ne pouvez pas mesurer la force d'une économie dès lors que vous n'avez pas une souveraineté monétaire. Vous ne pouvez pas avoir un poids très important de mesure et donc de création de valeur si vous n'avez pas une marge, même la moins importante, c'est l'inflation. Donc vous avez une emprise très faible sur votre économie. C'est le drame de la zone CFA. Je crois qu'il y a un débat très fort qui se fait actuellement sur la zone CFA et on n'en disconvient pas. Cela dit, les États pris pays par pays ont un dynamisme de par leur jeunesse, de par leur consommation intérieure qui est de plus en plus importante. Et n'imaginons pas à chaque fois et tout le temps que les matières premières sont les seules qui suffisent. Non, il y a un dynamisme dû à la création de valeur par la consommation intérieure qui est importante. Et puis, un autre pays qui n'est pas membre de la zone CFA, donc le Nigeria, qui, lui, encore une fois, a une incidence importante sur toute la zone ouest-africaine. Et puis, vous mettez le Ghana, dont on ne peut absolument pas, qui n'est pas non plus membre. Donc, si vous mettez tous ces facteurs-là, vous le comprenez. Il faudrait définitivement qu'on pose le débat sur la zone CFA, sur son influence, sur son avenir, et puis sur son handicap au développement monétaire de ces États. Ça, c'est une chose dont on ne peut évidemment pas faire l'économie. Alfred. Alors, je partage en partie l'analyse de Djemal, mais sur la question monétaire, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Justement, le dynamisme de l'UEMOA et à l'intérieur de la CEDEAO tient justement à cette monnaie unique qui permet la libre circulation des biens et des personnes dans cette zone-là. Ça, c'est un. De deux, effectivement, le retour de la Côte d'Ivoire dans l'économie de l'UEMOA a boosté justement ces économies-là de l'UEMOA. Et puis, un facteur très important, c'est effectivement le retour de la paix.
et de la stabilité dans la plupart de ces pays-là. C'est un facteur très important qui a failli battre un peu de l'aile avec ce qui s'est passé au Mali. Et aujourd'hui, c'est pourquoi les efforts sont concentrés dans la lutte contre le terrorisme aussi, parce que ça fragilise les économies d'un certain nombre des pays de l'UEMOA, le Niger, le Mali, un petit peu le Burkina Faso. Mais dans l'ensemble, c'est ce dynamisme-là qui est au cœur justement de cette croissance à 16 points ou 7 points. Djemal, vous avez envie de réagir? Oui, Alfred, après nous avoir inventé la nécessité absolue de suivre les Occidentaux, c'est le mandat 2, il va nous inventer encore l'obligation que nous avons à suivre le franc CFA. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Il y a un problème qui est fondamental. Vous ne pouvez pas faire une politique économique efficiente dès lors que vous êtes, handicapé de 50% de vos devises. Deuxièmement, vous n'avez aucune emprise sur l'inflation et la dévaluation de votre monnaie. Ça n'a aucun sens. Et donc là... Si on va dans ces sens... Mais oui, mais on ne peut pas faire une politique économique sérieuse si on ne prend pas ça en considération. Si on va dans ces sens-là, on entraîne justement des inégalités de développement et de croissance dans chacun des États. Moi, je suis favorable. Si chaque État a sa propre monnaie, mais on voit d'ailleurs pourquoi je n'ai pas dit ça une seconde. Prenons le cas du Nigeria, puisque vous l'avez évoqué. On voit la crise aujourd'hui avec la dévaluation et à un certain moment... Mais la dévaluation peut avoir du bon. Non, pas du tout. Mais bien sûr que oui. Ponctuellement, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria l'a dit, ponctuellement, ça peut avoir un impact, mais dans la durée, impossible, tant qu'il n'y a pas, si ce n'est pas arrimé à la réforme fiscale et à la réforme de la politique économique du Nigeria, et enfin à la question de la gestion de la corruption et de l'évaporation d'une partie des ressources. Dites à Alfred définitivement que d'abord, l'inflation peut avoir du bon et ce n'est pas le problème, mais le problème, l'incident est fondamental. Moi, je suis favorable à une monnaie unique ou une monnaie commune africaine, ce n'est pas le problème, mais pas celle-là, parce que celle-là, encore une fois, elle a un handicap majeur. Vous ne pouvez pas décider de votre dévaluation, ni de votre inflation, et vous êtes handicapé de la moitié de vos devises. Qui dévalue aujourd'hui? Mais les décideurs, c'est la Banque de France. Mais non, mais qui dévalue aujourd'hui? Mais la Banque de France. Mais non, la Banque de France, avec l'euro, on ne dévalue pas. Merci, messieurs. 995 millions de francs CFA, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant octroyé par la Banque africaine de développement pour appuyer l'initiative Gabon Vert. Alfred, peut-être déjà faire un rappel de ce qu'est cette initiative Gabon Vert. Alors, c'est ce projet qui s'inscrit dans le grand projet africain lancé il y a quelques années justement de la ceinture verte en Afrique, où il fallait d'un côté assurer le reboisement dans un certain nombre de pays pour reverdir le désert, les campagnes. 2, aller vers les énergies renouvelables propres et qui permettraient justement de réduire le taux de consommation de carbone au niveau des États et en particulier ici du Gabon. Donc il s'agit d'amener justement à cette reconversion pour éviter d'une part qu'on ait le problème justement du déboisement à cause de l'utilisation du charbon dans l'alimentation quotidienne et en même temps de préserver aussi cet environnement-là d'un côté et puis de l'autre, il faut permettre l'électrification de tout le monde avec les énergies propres. Donc voilà, il s'agit de financer cela. Alors Djemal, compte tenu de ce qui a été dit par Alfred, vous avez envie de réagir avant que je pose ma question? Allez-y. Non, allez-y, posez votre question. Et puis... Compte tenu de ce qui a été dit par Alfred, quels sont les ministères qui devraient bénéficier justement de cette enveloppe qui vient d'être octroyée par la BAD? Moi, j'ai une approche plus globale. Le président Sassou Nguesso au Congo a été porteur il y a quelques années d'une idée très intéressante. L'idée de mettre en place une contribution climat, énergie décarbonée. Une espèce de taxe carbone comme on en a fait en Occident, mais différente. C'est-à-dire que l'assise de ce moment-là ne soit pas la consommation en général et qu'elle ne pénalise pas le transport d'une ville à une autre dans un pays où le transport est important, mais qu'elle soit plutôt assise sur donc les puits de pétrole. Alors évidemment, il y a toujours la difficulté, c'est que les accords sont déjà faits avec les compagnies pétrolières depuis très longtemps, on ne peut pas les modifier comme on veut, mais compte tenu des obligations nouvelles pour le climat, on va le faire. Et le Gabon a repris pour lui cette idée et je l'ai trouvée fort intéressante. Et puis il y a un deuxième avantage de celle-là, c'est qu'elle met en place un
un fonds vert. Et le fonds vert a l'avantage, comme l'a dit Alfred, de mettre en place donc, les économies, les énergies renouvelables et de les encourager, mais aussi imaginez nos populations dans cette zone qui vivent de la forêt, qui du jour au lendemain se retrouvent privées de la forêt. Et donc, la création d'un fonds vert leur donne une reconversion économiquement rentable et socialement intéressante. Et donc, l'avantage du Gabon de ce point de vue-là, c'est d'avoir réfléchi à des solutions comme celle-là, et je les trouve très bonnes. L'idée de penser encore une fois que nous allons faire comme font les Occidentaux dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des obligations écologiques et donc de l'avenir de la reconversion et de la transition énergétique n'a aucun sens. Mais que nous inventions nous-mêmes des choses à partir de nous-mêmes qui correspondent à la réalité, ça me paraît être une excellente chose. Et là, le Gabon et le Congo le font. Pour moi, il y a une continuité, il n'y a pas rupture entre les deux solutions. Et c'est vraiment de la continuité, prendre ici ce qui est bon et là-bas ce qui est bon pour justement trouver une solution intermédiaire. On finit par être d'accord, cher Alfred. Merci messieurs pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce mardi sera consacré à la lutte contre le chômage des jeunes au Togo. Madame Nicole Tété, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination Afrique pour l'UNESCO et de la plateforme EHPAD africaine. Djemal, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, Graziella, et bien de choses à tous qui nous regardent. Djemal, Alfred, pardon, merci à vous. Mais merci aussi, le contentement, ça s'est vu sur ce plateau ce soir, d'être à côté de vous et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Et merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, le journal de la rédaction.